Bonjour à tous, merci d'être ici à Grande Contrôle pour parler de la folle ascension des chefs pâtissiers et pâtissières. C'est vrai que la pâtisserie est un métier qui a le vent en poupe, c'est un métier qui fait parler, c'est un métier qui a du succès. On a tous les jours des ouvertures, on a tous les jours des nouveaux profils qui apparaissent, des nouvelles recettes de gâteaux qui sont inventées, qui enflamment les réseaux sociaux. C'est vraiment quelque chose dont on peut se réjouir. Et je suis ravie d'accueillir avec moi aujourd'hui trois profils très différents, trois professionnels exemplaires et reconnus dans ce métier, et qui vont pouvoir avec nous raconter un petit peu leur vision de pourquoi ce métier aujourd'hui est en pleine métamorphose et pourquoi il attire autant les regards et il fait autant rêver les jeunes. Donc je vais me permettre de vous présenter, si ça vous ennuie pas, vous me dites si je dis une bêtise, mais normalement j'ai révisé ma fiche, ça devrait bien se passer. Jade Génin, vous êtes la fille Bonjour. de Jacques Génin, qui est un pâtissier immensément connu et respecté dans le monde de la pâtisserie. Pas uniquement pâtissier d'ailleurs, confiseur et, comme il aime à le dire, fondeur en chocolat, avec une magnifique boutique atelier rue de Turenne. Et vous étiez avocate et vous avez décidé de rejoindre votre papa pour petit à petit prendre la succession de son affaire. Oui, c'est ça exactement. Donc je l'ai rejoint il y a 3 ans. Et depuis, tout se passe très bien. La pâtisserie et la chocolaterie, c'est des métiers où on apprend vite. Et puis moi, c'est un univers dans lequel je suis née, depuis que j'ai 4 ans. Papa a une chocolaterie. Donc j'y passais mes après-midi et mes week-ends. Donc il y avait déjà beaucoup de soft skills que j'avais avant de venir. Et après, j'ai vite mis le pied à l'étrier parce que j'ai tout de suite été prise dans le tourbillon. Et puis, comme je le disais, c'est des métiers où on apprend vite parce que c'est des métiers où on a tout de suite une correction. L'apprentissage, il passe toujours par la correction. Et dans les métiers de bouche, la correction, elle est immédiate parce que c'est réussi ou c'est raté. Par exemple, dans le cursus universitaire, ça va être différent parce que la correction, elle intervient de manière très espacée. Ça va être 2-3 fois par semestre, à la fin du semestre, et souvent à distance de l'exercice. Oui. Donc on a du mal à comprendre pourquoi on s'est trompé et du coup à apprendre. Alors que dans la pâtisserie et la cuisine, on est tout de suite corrigé. Et grâce à cette correction, on apprend vite. Et du coup, là, au bout de 3 ans, avec papa, on s'est réparti les tâches. Donc lui, il s'occupe de la pâtisserie. C'est vraiment son domaine. Et je pense que dans ce niveau-là, il atteint un art assez incroyable. Enfin, c'est mon avis, qui est pas... C'est l'avis de beaucoup de monde. qui n'est pas 100% objectif, mais quand même à 98%. Et puis moi, je m'occupe de toute la chocolaterie. Donc, je gère l'équipe en chocolaterie. Et puis la confiserie, on se partage un peu la tâche. Lui, il adore les pâtes de fruits et les pâtes de légumes. C'est vraiment ses petits chouchous. Donc, il s'en occupe tout le temps. Et moi, je m'occupe de la caramélisation, des fruits secs et des caramels. D'accord. Alors, on aura le temps de revenir dessus. François, François, vous avez commencé plus jeune. Vous êtes, pour le coup, vous avez vraiment eu toute votre vie professionnelle autour de la pâtisserie. Vous êtes compagnon du devoir. Vous êtes rentré à 15 ans, je crois, chez les compagnons. Bonjour. Et après, vous avez enchaîné les expériences. Vous êtes parti à New York. Et puis, vous êtes revenu en France. Vous avez travaillé à l'hôtel de Crillon, au Plaza. Vous avez suivi Christophe Michalak, notamment à l'ouverture de sa masterclass. Vous avez été ensuite chef pâtissier du restaurant Le Taïwan, qui était 3 étoiles, hein, oui, 2, oui. Vous avez monté votre société de conseil et vous avez été chef de la maison Fauchon. Donc vous avez vraiment une expérience très très complète, parce qu'il faut savoir qu'en pâtisserie, selon qu'on travaille dans un restaurant ou dans une boutique, on a quand même un quotidien qui est assez différent et des enjeux qui sont assez différents. Aujourd'hui, vous avez quitté la maison Fauchon il y a quelques semaines pour vous mettre à votre compte. Exactement, oui, c'est ça. Voilà. Je ne peux pas mieux dire. L'idée, c'était pas d'ouvrir une boutique, je crois, c'est justement assez novateur. Vous voulez plutôt fonctionner sur des partenariats et un peu de l'événementiel ? Oui, alors il y a une partie de création de cartes de dessert, de signatures et de quelques collaborations 2 à 3 fois par an, mais surtout une volonté de ma part d'aller chercher de la création et d'aller un peu plus loin encore dans mon travail, dans une démarche artistique. Et voilà, ça prend beaucoup de sens en ce moment avec de l'événementiel, des choses comme ça. Voilà. Et ouvrir un spot, ça viendra, mais dans un deuxième temps. Ah, d'accord. Ouais. Mais ce ne sera pas une pâtisserie. C'est une bonne nouvelle quand même. Mais ce ne sera pas une pâtisserie. D'accord.
Voilà. Merci beaucoup. Myriam, vous êtes ce qu'on appelle une reconvertie, puisque vous avez fait votre première partie de vie dans la haute finance internationale, donc quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec la pâtisserie. Et au terme d'une réflexion personnelle sur ce que vous vouliez faire un petit peu de votre vie, vous avez décidé de monter une pâtisserie en lui apportant votre amour de la pâtisserie française, mais aussi les racines de votre culture syrienne, pays dans lequel vous avez grandi, vous avez passé votre enfance. Et vous avez créé cette merveilleuse maison Aleph, qui vraiment, si vous ne connaissez pas, je vous engage très fortement à aller y faire un tour, qui mêle le meilleur de deux mondes et qui invente un nouveau genre de pâtisserie. Voilà. Et je crois que vous allez vous allez ouvrir une deuxième adresse. On a ouvert fin novembre une D'accord. deuxième adresse. La première est dans le Marais, rue de la Verrerie, et la deuxième a ouvert fin novembre, rue des Abbesses, à Montmartre. Voilà. Donc bonjour. Et oui, en effet, c'était il y a 11 ans de cela, il y a 10 ans, que la réflexion a commencé, un petit peu suite à la naissance de ma fille, qui est d'ailleurs là-bas. Et qui, à sa naissance, et surtout à mon retour au travail après sa naissance, je me suis dit, mais je pense avoir j'avais déjà travaillé pendant 12 ans en finance, et finalement, l'étape suivante dans mon travail, elle était plutôt une étape managériale, qui m'apportait vraiment aucun sens, moi, dans ma vie. Et j'ai pris le temps de la réflexion, j'ai pris le temps du recul pour imaginer ce qu'allait être le reste de ma vie. Ça n'a pas été tout de suite la pâtisserie d'une manière évidente, parce que je pense que c'était très enfui en moi, mais j'avais envie vraiment de faire quelque chose d'entrepreneurial et de manuel. Et c'est des hasards de coïncidences, c'est des hasards et des coïncidences et des rencontres qui ont fait qu'à un moment donné, je me suis dit, mais c'est là où je saurais, et moi, m'épanouir, et peut-être apporter quelque chose de nouveau. Ça me tenait à cœur d'avoir quelque chose d'un petit peu différenciant, et voilà. Alors, ce qui est intéressant, on est là pour parler de la folle ascension des chefs pâtissières, qui autrefois étaient plutôt dans l'ombre, on disait souvent des chefs cuisiniers. Pourquoi vous avez choisi la pâtisserie et pas la cuisine? Qu'est-ce qui vous a attiré? C'est drôle parce que l'idée, quand vraiment, comme on dit, l'éclair est arrivé, elle a été tout de suite spontanément vers la pâtisserie, parce que c'est mes souvenirs d'enfance, c'est ma gourmandise, c'est des réactions aussi de copains à qui on a pu faire goûter, à qui j'ai pu faire goûter certaines choses. Et ensuite, je me suis interdit. Je me suis dit non, mais la pâtisserie, je vais pas faire. C'est peut-être, c'est plutôt la cuisine, l'art culinaire noble. Et j'ai été vers la cuisine pendant quelques semaines, mais je ne trouvais pas d'idée différenciante. En fait, je ne trouvais ni d'idée différenciante, ni un appel personnel. Et il était beaucoup plus fort en pâtisserie. Donc, dans mon cas à moi, c'était un choix complètement personnel. La pâtisserie, parce que c'est le plaisir, c'est l'enfance, c'est la satisfaction, c'est... je sais pas, c'est plus spontané peut-être, ou c'est plus trivial comme sensation, comme plaisir. Après, aujourd'hui, dans les écoles, pour peut-être prendre un petit peu d'avance par rapport au sujet, dans les écoles, je pense qu'aussi on retrouve beaucoup plus de filles en pâtisserie, beaucoup plus de femmes en pâtisserie qu'en cuisine. Et je ne sais pas pourquoi les femmes vont naturellement en pâtisserie plus qu'en cuisine. Mais pour avoir échangé dernièrement, ces 3 dernières années, avec des profs d'école, la proportion ne fait qu'augmenter des femmes dans les écoles. On est presque à 2 tiers, 1 tiers aujourd'hui en pâtisserie. Ouais. D'accord.
qui était très rare autrefois. Ce qui était très rare, ouais. Ça, François, vous qui avez vécu ça il y a 20 ans maintenant presque. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai commencé ce métier il y a 20 ans et moi, j'ai vraiment vu les premières filles et femmes arriver dans le labo. En fait, il n'y avait pas de nana avant dans le labo. Donc c'était vraiment, c'était nouveau, quoi. Enfin, aujourd'hui, ça fait partie. Au moins 50%, voire 2 tiers des équipes, je pense, sont. Oui, c'est beaucoup. Féminines. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce qui a changé d'autre par rapport au métier tel que vous l'avez connu quand vous avez démarré? Est-ce qu'aujourd'hui c'est vraiment différent Alors, au-delà de cette égalité, enfin de cette parité homme-femme, je pense qu'il y a eu surtout ces 5 à 10 dernières années, mais vraiment 5-6, une énorme évolution technique. C'est la première chose, ce qui fait qu'on a des moules de plus en plus performants, on a du froid de plus en plus performant, on a des matières premières de plus en plus qualitatives. C'est quelque chose qui n'existait pas. En fait, la première, je me suis un peu perdu. La première chose, c'est l'évolution technique. La deuxième, je dirais que c'est le sourcing de matières premières qui est devenu très intéressant et très important et qui n'existait pas avant. Lorsque j'ai commencé, ça fait un peu vieux de dire ça, mais 1 kilo de noisette, c'était 1 kilo de noisette, quoi. Il y a 20 ans, on réfléchissait pas d'où elle venait. On s'en foutait un peu et c'était la moins chère possible, c'était très bien. Et le chocolat, c'était pareil, et le lait, c'était pareil, et la crème aussi, et le beurre aussi. Et petit à petit, en fait, on a commencé à sélectionner nos matières premières, le lait, la crème, le beurre, évidemment, et puis les farines, et puis tout ça. Et en fait, là, maintenant, c'est devenu primordial, et tant mieux, mais c'est quelque chose qui n'existait pas. Donc ça a été une énorme évolution aussi ces dernières années. Et puis, je dirais la troisième... Et qui se sent... qui explique aussi le succès bien sûr. de la pâtisserie aujourd'hui, parce que ça fait un impact sur le goût qui est évidemment... Bien sûr. Et surtout, important. En fait, ça, je pense que pour le coup, on a vraiment mis beaucoup de temps, beaucoup trop de temps peut-être, mais on l'a tiré de la cuisine. Parce que pour le coup, je pense que les cuisiniers, depuis très longtemps, sélectionnaient très bien leurs protéines, leurs viandes, leurs végétaux, leurs animaux, leurs poissons et tout, ce qu'on ne faisait pas en pâtisserie. Et ça, c'est une très bonne chose. Et puis la troisième, juste pour finir, je pense que les réseaux sociaux, évidemment, ces 5 dernières années, ont quand même permis une énorme évolution. Oui. Et c'est le sujet un peu d'aujourd'hui, de cette ascension de la pâtisserie qui n'existait pas, en fait. Il y a 20 ans, c'était vraiment une voie de garage. On le dit comme ça en rigolant, mais moi, on me l'a vraiment dit. Quand j'ai commencé à 14 ans et demi, 15 ans, on m'a dit, mais pourquoi tu fais ça alors que tu pourrais faire des études et tu pourrais devenir avocat? Et en fait, non, mais donc, du coup, c'est pour ça que je te tends un peu la perche. Mais, non, mais c'est fou de se dire qu'aujourd'hui, c'est devenu la mode d'être chef pâtissier ou pâtissière, alors qu'en fait, il y a 20 ans, tout le monde nous crachait dessus, quoi. Donc, Alors, je pense qu'il y a quelque chose aussi... il y a à peu près, 15 ans peut-être, avec toutes les émissions, il y a eu une redémocratisation de la gastronomie qui, jusque-là, quand même, avant qu'il y ait toutes les émissions Top Chef et compagnie, la haute gastronomie, c'était quand même vraiment réservé à une certaine élite. Toutes ces émissions ont permis de démocratiser. Il y a eu la naissance du courant de la bistronomie, toutes les choses comme ça qui ont fait que la gastronomie a beaucoup plus infusé toute la France, en fait. Et je pense qu'au bout de 5-10 ans d'émissions sur les cuisiniers, et je vais être un peu peut-être trop terre-à-terre, mais il y a quelque chose d'hyper marketing où on ne pouvait pas toujours servir de la cuisine aux gens. Et il a fallu trouver autre chose. Et du coup, la suite logique de la cuisine, pour moi, c'est la pâtisserie. Et la pâtisserie, pour moi, c'est comme ça que ça a commencé à être mise en avant. C'était aussi pour apporter quelque chose de nouveau au public. Et en fait, il y a une sorte d'effet de cercle vertueux qui a fait que, comme on a voulu mettre en avant la pâtisserie, on a commencé à faire plus attention à l'esthétique, effectivement, à la sélection des matières premières, parce qu'on allait un peu plus dans le back-office de la pâtisserie. Et du coup, je pense que c'est en partie de là qu'est venue aussi la mise en avant du chef pâtissier. Et peut-être que dans 3 ans, ce sera les boulangers. Et peut-être que dans 5 ans, où ce sera les chocolatiers. Parce qu'ils n'ont pas encore eu, leur tarification. Non. Mais je pense qu'il y a quelque chose comme ça d'assez terre-à-terre, en fait, qui a permis de mettre en avant la pâtisserie. Et c'est super parce que ça a permis de libérer pas mal de créativité, d'apporter aussi. Je pense que c'est important, notamment pour les femmes dans le métier. Et pas que les femmes, d'ailleurs. Mais je pense que la mise en avant de la pâtisserie sur la scène, ça permet aussi d'apporter plus d'options dans le rythme de travail qu'on souhaite. C'est-à-dire que travailler dans un restaurant, c'est pas toujours simple si on va avoir une vie de famille ou une vie personnelle, tout simplement, parce que les horaires sont assez durs. Et on peut, tout en étant passionné de son travail, ne pas avoir envie de travailler en coupure et de finir à 1h tous les soirs. Et la pâtisserie, elle peut donner cette alternative, même si c'est des métiers qui demandent beaucoup de travail, elle peut donner cette alternative d'avoir quelque chose de plus rythmé, de manière classique. Oui. Et c'est pour ça que ça peut peut-être intéresser des femmes, parce que même sans vouloir tomber dans le cliché de la femme qui s'occupe de ses enfants pendant que le mari travaille,
ça correspond à une certaine réalité des choses parce qu'on attend encore de la femme qu'elle se dédie plus à sa famille que l'homme. Et du coup, ça peut être quelque chose qui peut permettre de concilier les deux tout en faisant sa passion. Enfin, c'est mon avis. Je voulais rajouter quelque chose sur les métiers manuels. Je pense qu'aussi aujourd'hui, enfin, en France, il y a une certaine mise en lumière, et pas juste une revanche, en fait, il y a une mise en lumière sur les métiers manuels, alors que la France est quand même plutôt un pays qui a toujours mis en avant et donné beaucoup plus de crédit et de légitimité aux métiers théoriques, je dirais, à la pensée, le côté cartésien, les études, les diplômes, les bacs plus, etc. Et ça a toujours été super valorisé. Et je me souviens très bien mon premier déjeuner en tant que stagiaire, pâtissière dans une grande maison. Et je le raconte pas souvent cette anecdote parce qu'elle m'avait tellement choquée. On parlait de salaire et j'avais surpris une conversation entre collègues et qui disait non mais t'imagines, il me propose tel salaire alors que je suis tel niveau et il me dit que c'est le maximum et on parlait de 1550 et ça m'avait tellement surpris pour ces jobs très durs, super physiques. Ah oui, c'est surtout que je venais de terminer ma première semaine. J'avais été exténuée. J'étais au bout de ma vie. J'étais super fatiguée. J'arrivais plus à faire quoi que ce soit. C'était très, très, très difficile physiquement. Et donc, pour ce salaire-là de 1550, je m'en souviens très bien. Et ça m'avait tellement surpris que ça soit si peu valorisé, que j'ai eu une réaction, je dis ah bon, il me dit non mais c'est net en fait, c'est pas brut quand même, c'est pas brut, c'est net. Et donc ça m'a permis moi de rebondir et de passer à autre chose, mais ça m'avait énormément choqué le peu de valorisation qu'on apportait aux métiers manuels qui sont peut-être sur un pan de difficultés différents d'un métier intellectuel, mais qui n'est pas moins facile qu'un métier intellectuel. Et qu'enfin, aujourd'hui, que ça soit... Et je ne pense pas que ce soit que... C'est sûr que la pâtisserie et la cuisine a été énormément popularisée avec les émissions de télé. Mais aujourd'hui, il y a depuis une dizaine d'années un regain d'intérêt pour l'ébénisterie... pour tous les métiers manuels, tous les métiers d'artisanat d'excellence. Après, comme d'hab, il faut essayer de trouver un équilibre entre la passion. Comment on gagne sa vie en pâtisserie? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est un métier qui fait rêver, qui attire beaucoup de monde. Et est-ce que ça, c'est en train de changer? Parce que je sais qu'il y a quelques années, les jeunes chefs pâtissiers qui commençaient, parfois, ils n'avaient pas de quoi s'acheter des chaussures. Enfin, on commençait, on travaillait limite gratuitement avant de faire ses armes. Et est-ce qu'aujourd'hui, ça, c'est en train de changer? Est-ce que c'est un métier qui, financièrement, permet je pense que ça dépend... de vivre à Paris, par exemple? Ça dépend des maisons, ça dépend des politiques des maisons, évidemment. Ça dépend du succès commercial. Ça dépend aussi de la politique salariale qui est mise en place. Moi, je sais que chez nous, je veux toujours qu'on soit au-dessus du minimum conventionnel, qui est déjà au-dessus du minimum légal, mais je veux toujours qu'on soit au-dessus du minimum conventionnel parce que justement, c'est des métiers assez durs, avec des gens qui s'impliquent beaucoup. Et d'ailleurs, moi, je dis tout le temps à mes amis avocats qu'ils ont beaucoup de chance, parce que si on compare ce qu'ils gagnent pour un taux horaire qui parfois peut être absolument équivalent, c'est effectivement hyper surprenant et la position sociale qui va avec est en plus vachement plus valorisée. Donc c'est vrai que c'est 5 ans d'études en plus. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Et du coup, nous, par exemple, moi en tout cas, c'est une politique à laquelle je fais hyper attention. Pareil sur la transparence des salaires, parce que c'est un sujet qui me semble important. Donc chez nous, il y a une grille. Toute personne de la même ancienneté, elle gagne le même salaire que tout le monde, et tout le monde le sait. Comme ça, au moins, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de malaise. Après, effectivement, ce n'est pas des métiers où on va gagner justement autant qu'un avocat, autant qu'en finance, pour la simple et bonne raison que la vente ou la prestation de service, elle n'est pas vendue au même prix. Donc un avocat, c'est au minimum 200 € de l'heure.
Si une pâtisserie, on la vendait 200 €, on n'en vendrait pas beaucoup. Donc, on peut pas s'attendre à ce qu'il y ait des niveaux de vie équivalents. On peut œuvrer pour essayer que ce soit peut-être un peu plus fair dans la manière dont la politique salariale est gérée. Mais je pense qu'il y a des axes d'amélioration à faire. Je pense aussi peut-être aider, parce que dans la pâtisserie ou dans la restauration, il y a quand même beaucoup de gens qui s'installent, et c'est génial, mais sans avoir eu beaucoup de formation au management ou bêtement à l'organisation du temps de travail. Et je vois, papa, il y a une chose où il reconnaît que je l'ai beaucoup aidé, c'est sur l'organisation du temps de travail et du coup sur la réduction des heures supplémentaires. Ouais, vraiment. Et en fait, s'il y a moins d'heures supplémentaires, il y a aussi moins de frais. On peut avoir un salaire de base qui est un peu plus élevé avec des gens qui ont une meilleure qualité de vie. Donc je pense qu'en essayant de combiner peut-être une organisation de travail meilleure, une politique salariale un peu plus juste, on peut avoir des rémunérations correctes, mais il ne faut pas se mentir. Oui. Ça ne va pas être mirobolant. Moi, en passant d'avocat à chocolatière, j'ai divisé mon salaire par 10. À peu près. Ça, je veux bien le croire. Je veux bien le croire. Mais est-ce que la visibilité qu'il y a aujourd'hui sur le métier de pâtissier ne me permet pas de changer un petit peu la perception du prix d'un gâteau? C'est-à-dire qu'est-ce que les gens aujourd'hui ne sont pas prêts à payer un peu plus cher pour avoir une collaboration avec un artiste, pour avoir un gâteau dont ils ont soudain compris tout le temps, tout le talent que ça demandait de mettre en œuvre, les produits d'exception, la visibilité qu'il y a aujourd'hui sur la fabrication. Est-ce qu'aujourd'hui, le grand public n'est pas prêt à mettre un petit peu plus cher dans des gâteaux? Alors, si ça ne te dérange pas, je vais répondre parce que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je vais mettre les pieds un peu dans le plat, mais en fait, je pense qu'une des raisons pour lesquelles les salaires sont si peu valorisés, ce dont tu parlais et ce que tu évoquais à l'instant, c'est uniquement parce que les gens ne sont pas prêts à mettre le prix qu'il faut dans un gâteau. Et c'est tout, en fait. Parce que moi, ça me révolte de voir que les gens hurlent quand un gâteau il est à 6 ou 7 €, alors que ça pose de problème à personne d'aller payer une pinte 9 ou 12 balles. Alors que, en gros, juste les gars, 12 €. Par contre, un gâteau dans lequel on a pris de la crème d'exception, du beurre de malade, du chocolat de fou, qu'on a repris 40 fois en main, qu'on a moulé, démoulé, glacé, posé sur un petit carton, qu'on a mis dans une boîte, qu'on a mis dans une vitrine, que c'est une vendeuse qui va te la vendre dans un sac, qu'il y a quelqu'un qui va venir faire le nettoyage dans la vitrine et tout, et dans le gâteau, et dans le truc, et partout, pour 6 €, les gens gueulent. Oui. Et je pense que le problème est là. Alors, n'oublions pas quand même la personne qui a fabriqué la bière. Oui, non, mais je veux dire, tu vois la différence en fait. C'est évidemment, il y a une étape de conception en amont, il y a du transport, il y a aussi des frais et tout. Peut-être qu'il faut faire des space cakes du coup. Peut-être. Mais non, mais je veux dire, en fait, tant qu'on ne sera pas. Enfin, je pense que c'est un des problèmes. Oui. Mais, et je dis pas que c'est la solution, mais c'est peut-être une des solutions déjà que les gens comprennent. Et c'est peut-être un de nos messages à faire passer aussi, c'est d'expliquer derrière le travail qu'il y a, qu'il faut des gens compétents, qu'il faut du matériel performant, qu'il faut des matières premières d'exception, qu'il faut énormément de temps, de patience, d'énergie et toutes les heures dont on parle dans ce métier. Il faut payer les charges. Mais est-ce que justement les gens ne commencent pas à s'en rendre compte? Je pense que quand même, il y a chez le public, ils sont prêts à. En tout cas, évidemment, ça reste un marché de niche entre guillemets, parce que y a des gens que ça n'intéresse pas et ils ont complètement le droit. Et il y a des gens qui ne peuvent pas. Et, mettre un certain prix dans une boîte de chocolat. Il y a des gens qui ne peuvent pas. Qui ont d'autres solutions de rechange aussi pour un plaisir chocolatier. Ouais, bien sûr. Et du coup, ça reste un marché de niche. Mais effectivement, sur ce marché de niche, je pense que les gens sont prêts à investir un peu plus. Le problème, c'est que avec des gâteaux trop chers, ça peut aussi créer de la déception et du coup faire des sortes d'aller-retour entre je suis prêt à investir, mais en fait, c'était pas top. Donc, je vais rester sur mon option première. Donc, si on met le prix, il faut aussi derrière que l'artisan il assure la qualité dans la régularité. Parce qu'être très bon en one shot, c'est facile, mais ce qu'il faut, c'est être bon sur le long terme. Moi, en exemple, je prends toujours Alain Passard, qui est 3 étoiles Michelin depuis 95. C'est quelque chose, quoi. Et je pense que si on veut aussi revaloriser la pâtisserie, il faut aussi qu'il y ait cette exigence de notre côté-là, quoi. Enfin, je pense. Donc c'est un équilibre qui est quand même assez difficile à
à trouver, qui demandent beaucoup de travail, beaucoup d'engagement. Dans les gens qui se présentent chez vous, que vous recrutez, est-ce que vous trouvez qu'ils ont une vision concrète du métier qu'ils vont pratiquer, ou est-ce que toute cette effervescence qu'il y a autour de la pâtisserie, peut-être ça crée de temps en temps l'illusion que... ou finalement non. Chez les jeunes qu'on a, non, ils sont très réalistes. Ils sont super réalistes sur le métier. Ils savent que ça va être dur. Ils savent qu'ils sont encore au début de leur découverte et qu'ils ont encore énormément de choses à apprendre. Moi, je suis pas tombée sur des profils mégalos ou qui sont déjà avec un melon énorme. Moi, je suis pas tombée sur ça. Ou peut-être sont pas restés longtemps. Non, je pense que les jeunes sont assez, moi j'ai l'impression, assez terre à terre. ou en tout cas, on trouve toujours... Enfin, nous, ça fait... depuis que j'y suis, c'est pas les mêmes, mais en 3 ans, on a eu plein de super jeunes qui restent ou qui restent pas, mais il y en a. Et puis après, c'est comme partout, hein. Il y a des gens qui sont à côté de la réalité, mais en tout cas, pas plus que quand j'étais avocate. Il y a une perception quand même assez... Oui, les gens sont pas, savent dans quoi ils se lancent. Ils n'ont pas l'impression... Je pense que ceux qui n'ont pas la notion et qui ont que la vision Top Chef, par exemple, je pense qu'ils sont peut-être... ils sont très, très rapidement découragés. Alors effectivement, pour une anecdote, j'avais quelqu'un, mais du coup, il était resté 2 jours. Du coup, c'est même pas des gens qui marquent. Et il m'avait dit, ah, mais c'est vous qui faites le ménage ? Parce qu'effectivement, tous les soirs, il y a au moins 1 heure de ménage pour nettoyer l'atelier. Et c'est vrai que ça... on ne le voit pas du tout à la télé, on ne voit pas non plus que c'est un travail de répétition, donc c'est pas faire une assiette, elle est jolie, demain qu'est-ce que je fais ? C'est faire, je prends mon cas, mais par exemple pendant toute la journée, il y a une journée on va faire du caramel, et le lendemain on va tous les découper, les papilloter, et puis après je ferai toute la journée que des ganaches. Donc quelque chose d'assez répétitif dans le volume qu'on ne voit pas à la télé. Et c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui peuvent avoir une vision biaisée, mais en général ceux-là, ils arrêtent très vite d'eux-mêmes, et c'est vraiment pas... quelque chose de majoritaire, quoi. D'accord. J'aimerais qu'on parle un petit peu des réseaux sociaux parce qu'on l'a abordé rapidement, mais c'est vrai, c'est quelque chose qui a vraiment changé la donne pour ce métier-là en particulier. Tous les 3, vous avez des comptes, parfois même un compte personnel et un compte pour votre maison de pâtisserie. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente en termes d'investissement de temps, mais aussi qu'est-ce que vous en attendez ? Est-ce que c'est devenu vraiment essentiel ? On va laisser la star répondre. Déjà, je ne suis pas une star. Non, moi, je pense très, très simplement... je pense qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que ce n'est pas essentiel. Enfin, chacun a sa vision des choses, mais je ne pense pas me tromper en disant que demain, quelqu'un qui se lance dans un business ou dans un projet quel qu'il soit, s'il n'est pas sur les réseaux sociaux, ça me paraît quand même délicat, parce que c'est le premier réflexe qu'on a tous quand on rencontre quelqu'un ou quand on entend parler d'un projet. Je pense que 95% des gens vont sur Insta pour aller voir ce que c'est. Donc, se couper de ça, je pense que c'est une erreur. Maintenant, pour reprendre en partie à ta question, c'est extrêmement chronophage et je pense qu'il y a des gens dont c'est le métier et il faut s'appuyer sur ce genre de personnes parce qu'en fait, on peut pas tout faire correctement. On peut pas à la fois essayer de s'améliorer et d'être parfait dans son métier au quotidien. Tu le disais, c'est un métier de volume et de répétition. Donc en fait, quand on fait tous les jours la même chose, pour essayer de s'améliorer, d'avoir le geste parfait, d'avoir une constance dans la régularité et la qualité de ses produits, on ne peut pas passer son temps non plus à faire des posts sur Instagram et à s'occuper du LinkedIn et de la stratégie de communication qu'on va faire dans 6 mois pour tel et tel projet. Donc je pense que voilà, il y a des gens qui peuvent facilement maintenant en freelance aider des community managers et des gens comme ça qui gèrent de la stratégie de communication, qui aident quand même beaucoup. Et c'est un investissement pour moi à faire en tant qu'entreprise. Comme il pouvait y avoir il y a 10 ans d'autres investissements dans du matériel, aujourd'hui c'est une ligne du budget qu'il faut, pour moi, intégrer. Voilà. Parce que vous, la maison de votre père, elle a existé avant les réseaux sociaux. Vous, quand vous êtes arrivé, quand vous l'avez rejoint il y a 3 ans, c'était déjà en place Non, pas vraiment. Il y avait une page Instagram, une page Facebook qui a été créée. On n'avait pas de site internet. Et du coup, maintenant, je m'occupe de l'Instagram, mais alors de manière extrêmement modeste, c'est-à-dire que je prends des photos à l'atelier
Et je les poste, donc c'est vraiment nature peinture. Et maintenant, on a un site de vente en ligne, mais ça fait un an et demi qu'on en a un. Donc c'est vraiment hyper récent. Et je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit. Après, dans le cas de notre maison, il y a une petite différence, c'est qu'on a une clientèle qui est pas hyper jeune, pas hyper vieille non plus, mais disons que c'est 45 ans et plus notre cœur de clientèle. C'est très très jeune. Et du coup, qu'on n'ait pas d'Instagram, enfin on a un Instagram, mais si on n'avait pas d'Instagram, ce serait pas, effectivement, pour un nouveau business qui se lance, je suis entièrement d'accord. Maintenant, ça me paraît difficile de faire sans, et même sans site internet. Mais nous, on n'en avait pas jusqu'à il y a 2 ans. Et maintenant, on en a un. La vente en ligne, c'est super, même si c'est extrêmement chronophage parce qu'il faut faire les paquets, appeler le livreur, les expéditions. 1 fois sur 5, il y a un problème. Parce qu'il y a toujours des problèmes de transporteurs et ça crée un client mécontent sur quelque chose sur laquel on n'a aucune prise. Donc c'est un côté un peu frustrant et il faut une personne à temps plein pour s'en occuper. Donc c'est pas un investissement gratuit, quoi, le site de vente en ligne, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est essentiel. Et nous, je pense que nos réseaux sociaux, ils sont assez fidèles à ce qu'on est, c'est-à-dire qu'on est une petite maison familiale et on fonctionne vraiment de manière artisanale sur plein de sujets et ça inclut aussi les réseaux. Est-ce que ça vous arrive surtout vous toutes les deux qui avez un pas de porte, de poster quelque chose et vraiment le lendemain vous avez des gens qui vous réclament le gâteau qui a été vu, voilà quelque chose de très direct comme ça. C'est systématique, oui, je pense. Oui, c'est systématique. Instagram et tous les réseaux sociaux, c'est un média de communication accessible et en temps. Bien sûr que si on veut en faire une stratégie, bien évidemment, ça prend du temps et de l'énergie et c'est quelque chose à étudier. Vous en occupez vous-même, Myriam ? Moi, oui. Non, mais c'est... Moi aussi. Moi aussi. D'accord. Mais c'est pour ça que je parlais, pardon, je ne veux pas te couper, mais je pense que si on veut le faire vraiment pour aller jusqu'au bout des choses, comme on le fait dans notre métier, c'est bien de s'équiper de quelqu'un qui sait le faire, quoi. C'est juste ça que je voulais dire, en fait. Parce que moi aussi, je le fais tout seul et ça prend beaucoup de temps, du coup. D'accord, non, j'avais cru comprendre, d'après ce que vous disiez, que peut-être vous faisiez aider, mais... Non. Après, on fait des photos avec un photographe, mais sinon, on poste... Et la photo, c'est important. Les photos, c'est important. Les stories, c'est le matin au labo, parfois des reposts de clients, mais c'est vraiment... Il n'y a pas du tout de stratégie derrière, et ça serait bien qu'il y en ait une, mais il n'y a pas de... C'est des photos qui plaisent aussi beaucoup, les vidéos... Comme je vois parfois aussi sur le vôtre, les photos de l'atelier, ça plaît énormément aux clients de voir la magie derrière, comment ça s'opère. Et oui, systématiquement, dès qu'on poste un nouveau gâteau, il y a une réaction quasi immédiate. Dans la boutique. Dans la chambre. Oui, bien sûr. Oui, c'est systématique. Ouais. C'est sympa qu'il y ait un côté nature, je pense, parce que si c'est pour avoir une plaquette commerciale... c'est pas hyper intéressant, ou en tout cas c'est vite ennuyeux. Et puis c'est assez fidèle à ce qu'on est, parce que ça sert à rien de vouloir prétendre qu'on est Hermès et avoir un Instagram hyper chiadé et où chaque post coûte 500 €, alors que c'est pas notre ADN. Donc je trouve qu'il faut aussi être en corrélation avec ce qu'on est sur les réseaux. Avoir quelque chose qui vous ressemble. Ouais, voilà. Ouais, je pense que c'est mieux. Puis de toute façon, si on essaye trop de se perdre et d'avoir un truc à la LVMH, on va pas y arriver, quoi. Donc. Et alors, vous, François, aujourd'hui, quand vous dites que vous êtes pâtissier, j'imagine que le regard des gens a changé par rapport à ce que vous décriviez au début de votre carrière. Oui, alors par rapport au début, oui. Je ne sais pas si je peux dire que le regard des gens a changé, mais c'est certain qu'il y a une considération qui n'existait pas avant. Ouais. Ça, c'est certain. Simplement parce que justement, il y a toutes ces émissions et les réseaux sociaux qui ont mis le métier en avant, et que je pense que certaines personnes ont compris que oui, en effet, les métiers manuels, ça demande énormément de temps, d'énergie, de compétences et tout ça. Maintenant, il y a énormément... Moi, je pense que peut-être la prochaine étape, au-delà des boulangers, des chocolatiers et tout, ce serait aussi peut-être de mettre en avant tous les métiers qui sont dans l'aide sociale, tous les métiers qui sont les pompiers, les urgentistes et tout. Tous ces métiers-là ne sont pas spécialement mis en avant, et je pense que ça pourrait être peut-être aussi un moyen peut-être d'avancer et d'aider, et peut-être d'aller dans une
dans une entraide un peu plus importante, je pense. Enfin, je ne veux pas me perdre dans ma réponse, mais simplement, je pense qu'il ne faut pas non plus... on a un super métier, c'est trop bien, ça permet d'être créatif, de communiquer plein de choses, de s'exprimer à travers certaines créations ou certains produits. Mais il y a aussi d'autres métiers qui devraient être mis en avant et qui ne le sont pas forcément. Et je veux dire, voilà, faut tout relativiser parce que si demain Instagram disparaît, en fait, on reste que des pâtissiers et des chocolatiers, on fait des gâteaux et du chocolat, en fait. Donc, même avec Instagram. Non, mais je veux dire, c'est pour ça que je veux dire, faut pas y mettre non plus une importance qui est démesurée, quoi. Je pense. C'est vrai, mais est-ce que c'est pas ça aussi qui fait l'attrait aujourd'hui et la beauté de cet artisanat qui est finalement très éphémère, qui est fait avec des produits, de la farine, des œufs, et ce que des gens comme vous et vos équipes arrivaient à en faire, qui sont des choses extraordinaires qu'on ne peut pas faire chez soi, et même même beaucoup d'artisans n'arrivent pas forcément à ces niveaux-là. Donc c'est aussi ce décalage entre la ravissante futilité de ces objets et le travail et l'engagement que ça demande. On parlait du prix tout à l'heure. C'est qu'en fait, avec un 5-10 euros, on arrive aussi à s'offrir en tant que client, j'entends, soit du plaisir, soit de l'évasion, soit du rêve, soit... juste un oubli de sa tristesse ou de sa déprime. Enfin, c'est un gâteau, un chocolat offre à petits coûts énormément d'émotions, de soulagement, plaisir, de baume, de plaisir. Donc c'est en soi, c'est peut-être ça aussi la magie de la pâtisserie aussi. Et puis c'est un effet immédiat. Alors que peut-être qu'un repas ou j'en sais rien, une œuvre d'art, ça prend beaucoup plus de temps avant, de temps ou de culture ou de recul, ou même de s'attabler à un repas avec une entrée, un plat, un dessert, un gâteau. C'est un plaisir immédiat, spontané et finalement à peu de coûts. Et accessible. Ouais. C'est-à-dire que par rapport, par exemple, à un très grand chef, un restaurant 3 étoiles, où pour y aller, il faut quand même laisser une certaine somme. Il faut réserver plusieurs mois à l'avance. Il faut réserver plusieurs mois à l'avance. Quoique maintenant, il faut faire la queue parfois chez les pâtissiers. Là, ça reste peut-être c'est le luxe le plus accessible. Ouais, mais je pense que c'est bien, très bien présenté. Ouais. Même si c'est un certain prix, ça reste accessible. Écoutez, je pense qu'on on a pas mal fait le tour. Je voulais quand même reparler un petit peu de votre collaboration artistique, François. Vous, ce que vous voulez mettre en place, ça c'est assez nouveau. Est-ce que vous pouvez nous raconter les projets que vous avez menés, que ce soit votre galette en forme de pain ou le projet Le Nom m'échappe, le bloc qui a été fait avec les designers? Parce que ça, c'est vraiment une nouvelle façon de faire le métier de pâtissier, et c'est quelque chose qui peut-être existe grâce à l'effervescence qu'il y a autour de ce métier. Oui, alors certainement. Après, pour être assez bref, moi, les domaines artistiques, c'est quelque chose qui me passionne, auquel je suis très sensible. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de femmes dans ce métier, c'est aussi parce que c'est un métier de sensibilité et de transformation de la matière. C'est quelque chose qui me passionne depuis que j'ai 15 ans. Et du coup, tu en parlais tout à l'heure, mais j'ai grandi chez les Compagnons pendant presque 10 années. Et en fait, au sein de cette formation, dans cette association des Compagnons du Devoir, j'ai été en permanence baigné dans un... Alors moi, j'ai pas été baigné dans le chocolat comme toi, mais baigné dans un univers de tailleurs de pierre, de couvreurs, de charpentiers, d'ébénistes, en tout cas de métiers d'art et de transformation de la matière et métiers manuels. Et c'est quelque chose qui m'a toujours passionné et émerveillé. Et en fait, plus les années passent et plus je vieillis et plus j'ai envie d'aller vers ça. Et donc je me retrouve très régulièrement, pas tout le week-end mais pas loin, dans des expos, dans des ateliers d'artistes avec des amis où je vais voir spontanément des spots que j'ai envie de découvrir. Et en fait, tout ça pour dire que c'est un cheminement et un fil rouge de mon travail depuis plusieurs années parce que j'aime la création et j'aime aller vers quelque chose que je ne connais pas. Et j'ai eu la chance de collaborer la première fois avec Opar, qui est un artiste assez incroyable, qui fait du street art et qui est quelqu'un que j'adore, qui est devenu un ami. Et on part... Enfin, voilà, j'ai fait quelques collaborations récemment, mais Opar, c'est vraiment une très belle rencontre. Et en fait, je trouve que ce qui est beau... Est-ce que vous pouvez exister en quoi exactement consistait? Qu'est-ce que c'était? C'est un gâteau qui a été signé par ce
En fait, par le ces truc, c'est que artistes. ça a été d'abord une rencontre. Et je pense Oui. que c'est le départ de tout projet. C'est d'abord une rencontre humaine. C'est parti de là. Moi, j'étais fan de son travail. Je le suivais sur les réseaux sociaux. Lui ne me connaissait pas du tout. J'ai eu la chance de pouvoir aller à un de ses vernissages d'expo dans le 9e. Je l'ai rencontré là-bas. Je lui ai laissé une carte en lui disant « Écoute, moi, j'adore ce que tu fais. À l'occasion, passe me voir. Et moi, je te montrerai aussi ce que je fais. Et je te présenterai mon univers. » Et je me suis dit qu'il jetterait ma carte et qu'il s'en foutrait. Et en fait, une semaine après, il m'a rappelé en me disant « Écoute, je suis dans le coin. Si tu veux, je passe te voir. » On a bu un café. On a échangé. On a beaucoup échangé. Et en fait, on s'est dit, ce serait vraiment canon de faire un truc ensemble. Moi, j'avais jamais fait ça. Lui non plus, il n'avait jamais travaillé avec un pâtissier. Il n'avait jamais mis les pieds dans un labo. Et en fait, de fil en aiguille, on s'est dit, bah, écoute, on va faire un gâteau ensemble. On va en faire un truc cool. Et puis après, j'ai coulé des blocs en chocolat qu'on a sculptés. On en a sorti une forme. Et puis après, dans cette forme, on a travaillé pour en faire un gâteau. Et après, on a mené un projet autour de ça. Mais ça nous a pris 1 an. Une année quand même pour faire un pop-up de 3 jours qu'on a vendu sur un événement éphémère. Et tout ça pour finir, si j'avais su que cette rencontre, c'est juste pour finir, ce que tu disais tout à l'heure avec la magie de ce métier, qu'on peut faire rêver les gens, on peut amener un petit peu de bonheur de façon assez accessible, je pense. Fin mars, on va partir ensemble avec Opar. On part tous les deux aux États-Unis, en Alabama. Lui va peindre un mur immense et moi je vais faire à manger et notamment des desserts avec des gens qui sont dans le besoin. Et on est en train de mener un vrai projet pas humanitaire, mais vraiment très humain, autour de gens qui ont envie de s'investir dans des projets à dominance artistique et qui sont dans l'échange. Et en fait, tout ça, c'était l'histoire d'une rencontre. Donc c'est vraiment... ça a une dimension différente que juste d'avoir fait un gâteau, en fait. Et c'est ça qui est peut-être aussi qui est formidable, c'est cette liberté qu'il y a aujourd'hui. Vous, par exemple, dans votre maison, vous faites ces pâtes de fruits aux légumes qui sont complètement incroyables. Hein. Si vous avez jamais goûté, c'est complètement fou. Ça, voilà, les gens sont demandeurs aujourd'hui de produits un peu différents comme ça. Alors moi, c'est drôle parce que j'en parlais tout à l'heure avec un ami et j'ai aussi l'impression que l'originalité très poussée, elle est aussi demandée beaucoup par les médias, alors presse ou peu importe, parce que c'est facile de communiquer dessus. Mais après, quand on regarde les meilleures ventes, c'est pas du tout les produits, genre c'est pas la pâte de légumes au navet, même si c'est pas ça notre meilleure vente. Même si effectivement, mettre dans un magazine Jacques Génin fait une pâte de légumes au navet, c'est plus vendeur que d'écrire Jacques Génin fait du praliné. Mais au final, les gens quand ils viennent, alors il y a complètement une clientèle hyper curieuse pour ça, mais c'est pas la meilleure vente. Je pense qu'il faut un équilibre entre quelque chose pour attirer les curiosités, s'amuser et tenter des choses qu'on a envie de tenter, et puis aussi faire des choses qui se mangent avec plaisir, avec gourmandise, pour le plaisir des gens, parce que je pense que ce qui est important dans ce métier aussi, c'est pas de le faire pour ses pairs, c'est-à-dire pas de dire je vais faire un truc tellement chiadé que pour tous les professionnels, ça va être incroyable, mais aussi savoir pour qui on le fait, en fait. Et c'est important aussi de garder ça au bout du chemin, quoi. Est-ce que vous confirmez, Myriam, parce que vous êtes une pâtissière particulièrement créative? Alors moi, je trouve personnellement que le jour où... ce qui m'anime et ce qui me fait lever le soir et le matin, c'est justement les nouveautés. C'est aller essayer de faire découvrir des nouveaux parfums. Je ne dis pas des choses excentriques, mais c'est d'aller chercher et de faire découvrir des nouveaux parfums. Et quelle satisfaction et quelle joie et quel épanouissement de savoir qu'en fait d'autres personnes aussi, d'autres clients apprécient ce goût-là, apprécie cet assemblement de saveurs. Ouais, après, je pense qu'il y a une nuance très juste à faire entre l'originalité, où nous, effectivement, ça, c'est la marque d'un pâtissier, il faut la porter dans chacun de ses produits, et l'excentricité. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je te dis, c'est pas quelque chose d'excentrique. C'est de la création, c'est de la nouveauté. Et ce qui est génial, et ce qui est presque... j'arrive pas à trouver un autre terme que excitant, mais ce qui est vraiment le point culminant, c'est de communiquer presque avec ses clients
à travers une création, à travers un goût que vous avez envie de faire découvrir ou de faire connaître à vos clients, et en fait qu'eux-mêmes le ressentent aussi et ressentent l'émotion que vous avez voulu leur faire passer. Et ça, je veux dire, ça n'a pas de prix. C'est pour aussi ces raisons-là. En effet, on a parlé de choses financières et d'équilibre financier qui est nécessaire à ce qu'une entreprise perdure. Mais la satisfaction et la récompense qui est complètement intangible et qui est juste, qui n'a vraiment pas de prix, c'est de communiquer et de ressentir et de faire ressentir ces émotions et ces découvertes aux clients de la manière à laquelle on l'a imaginé à un moment donné, seul dans sa tête, avec cette angoisse de la page blanche, de ne pas savoir quoi faire et quoi faire découvrir et quoi créer aux clients. Mais en effet, je te rejoins aussi, nous, on a une clientèle qui est au contraire à l'affût des nouveautés et qui... Non, mais des nouveautés, oui, ça, il y en a systématiquement. Mais ce que je veux dire, par exemple, moi, un des premiers produits que j'avais fait, c'était un praliné au jasmin. Bon, j'en ai jamais vu ailleurs, mais pour autant, je ne considère pas que c'est déroutant. Parce que... gustativement. Oui, c'est une association originale dans le sens où je ne l'ai pas vraiment vue ailleurs. Mais je veux dire, c'est pas... une fois, j'avais vu un macaron ketchup. Oui, bien sûr, c'est ça. Ça, c'est l'extravagance. Enfin, voilà. Et je trouve que du coup, il y a une fine limite entre la nouveauté et l'évolution et vouloir faire pour faire. Enfin, chercher la nouveauté pour... Bon, et je trouve qu'il faut trouver la juste limite. Et c'est en ça que je dis, il faut penser aux clients quand on le fait. Bien sûr. Et pas au monde de la cuisine pour chercher d'être un peu dans le truc impressionnant qui va être reconnu par ses pairs, mais penser aux clients. Et effectivement, la nouveauté, c'est primordial parce qu'on ne peut pas de toute façon garder sa clientèle si on ne lui apporte pas de nouveauté. Et l'originalité est bien, mais il faut qu'elle soit justement dosée. Bien sûr. Mais effectivement, oui, on travaille toujours sur les associations originales et nouvelles et c'est primordial. Ouais. J'imagine que c'est un moteur pour vous trois aussi au quotidien, de faire des... C'est stimulant aussi de chercher des nouvelles choses, des nouvelles formes. Mais en même temps, c'est angoissant. Ah oui. C'est angoissant de... C'est une pression aussi, alors. Ah oui, énorme. Enfin, une pression. C'est pas une pression, c'est une angoisse de ne pas trouver, de ne pas... avoir une nouvelle idée ou en tout cas quelque chose qui puisse plaire et qui soit percutant. Mais en même temps, c'est une récompense personnelle énorme. Je pense. Hein. Moi, en tout cas, personnellement, c'est mon cas. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour ce petit tour d'horizon. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont des questions à poser à nos pâtissiers de talent ? Bonjour. Est-ce que vous pouvez venir au micro qu'on vous entende bien ? Bonjour et merci pour cette intervention. Je m'appelle Robin, donc quand on parle de pâtisserie, on va parler de sucre, on va parler de fruits secs, de chocolat, de vanille. Mais est-ce que finalement la question de l'avenir ne serait pas de parler de pâtisserie, mais de manière de plutôt plus de locavore, de consommation locavore ? C'est une excellente question. Est-ce que c'est une préoccupation que vous avez au quotidien ou pas encore ? Alors vous, c'est un petit peu différent, Myriam, parce que comme vous avez une pâtisserie qui veut représenter la gastronomie syrienne, vous êtes lié à un terroir qui n'est pas le terroir français. C'est la gastronomie du Levant, mais dans les parfums. Mais en revanche, sur certains parfums que je ne peux pas... qui font partie intégrante de notre ADN, forcément, on va les chercher... au Levant ou en tout cas chez les fournisseurs qui vont nous les apporter. Mais pour le reste des produits que l'on trouve localement, on va se fournir localement. Mais après, il y a d'autres manières aussi de penser la pâtisserie de manière équilibrée peut-être. C'est aussi dans le gaspillage. Dans le gaspillage, on a une quantité choquante de gaspillage dans les laboratoires. Ouais. Que ce soit de matières premières, que ce soit pour des contrôles ultra stricts d'hygiène, pour
pour un manque d'information et d'éducation aussi du personnel qui est habitué à jeter du plastique à des quantités Je crois que la question, c'était peut-être aussi de réfléchir à remplacer le chocolat par des graines de courge, enfin le café par de la chicorée. Ouais, nous, on essaie pour limiter l'utilisation de produits nous, trop lointains. On a que des produits français ou européens, à l'exception bien sûr du chocolat, parce que nous, donc c'est une pâtisserie, mais c'est tout autant une chocolaterie. Et le chocolat local, on n'a pas encore trouvé. En revanche, on travaille avec Valrhona, qui est une entreprise qui est réellement engagée et qui a développé tout un programme sur la traçabilité, le commerce équitable vis-à-vis des agriculteurs avec qui ils travaillent. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui doit être super valorisé. Et bon, le côté local du chocolat, on peut, entre guillemets, rien y faire. Par contre, sur tout le reste, effectivement, on fait attention. On a toute notre crèmerie vient de Normandie. Les fruits rouges, par exemple, je sais que c'est souvent un point un peu difficile. Ouais, alors nous, on travaille très peu les fruits rouges, on les travaille que en saison. Donc c'est vraiment sur une courte période. On travaille que des produits de saison. Pour les pâtes de fruits, on travaille avec... parce que la pâte de fruits framboise, par exemple, on l'a toute l'année. Donc ça, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des purées de framboises pendant la saison qu'on met au coma. Et puis si on n'en a plus, on attend que ça revienne. Avoir une garantie sur la provenance des framboises, où est-ce qu'elles ont été cultivées, etc. Ouais, on fait attention. On fait attention à ça. Et alors, ce qui est assez pratique en pâtisserie quand même, c'est que si on fait attention aux provenances des ingrédients principaux, par exemple farine, sucre, beurre, crème, on a quand même 80% de la matière première, donc déjà ça c'est assez facile, mais c'est vrai que nous c'est quelque chose auquel on fait attention et qui tient énormément à cœur à papa et qui lui a toujours tenu à cœur tout aussi longtemps que je me souvienne, parce que c'est dans son ADN propre et pas seulement parce que maintenant c'est des sujets qui reviennent sur le devant de la scène. À vous François, je sais que vous travaillez des choses très, très originales et peut-être dans cet esprit-là. Par exemple, je pense à la galette au pain là, qui a été faite pour cette épiphanie. Ouais. Est-ce que c'était ça un petit peu la démarche aussi, Alors moi, pour répondre à la question, en fait, je pense que parce que la question c'était l'avenir de la pâtisserie, et je pense que l'avenir de la pâtisserie, il passe à travers énormément de sujets de réflexion et d'axes d'amélioration, qui sont le management, la gestion, les marges, et tout ça. Ça, c'est une partie. Il y en a une autre partie qui est évidemment une prise de conscience d'engagement, mais je pense d'engagement de valeurs. Et les valeurs, en fait, elles ne sont pas uniquement à travers des matières premières responsables, mais aussi le bien-être qu'on communique autour de soi et autour de dans son entourage et dans son équipe. Le bien-être au travail, on l'a abordé, mais je pense que ça fait partie d'une des réponses de l'avenir de la pâtisserie. Et en ce qui concerne les matières premières, comme le disait très bien Jade, et j'allais le dire, en fait, si on regarde bien autour de nous, on a quand même 80% de ce que nécessite le métier de pâtissier au quotidien. Enfin, moi, chez Fauchon, j'ai été le chef exécutif du groupe pendant 5 ans. On faisait des volumes qui sont quand même assez importants. Et je te rejoins parfaitement sur ce que tu disais tout à l'heure. Le top 5 des meilleures ventes, c'était l'éclair au chocolat, le millefeuille à la vanille. Et donc, en fait, les gâteaux... j'ai envie de dire presque simple classique, et basique, classique. Et en fait, et le fraisier en fait partie. Et en fait, si on prend la farine pas trop loin, le beurre pas trop loin, le lait, la crème en Normandie, et tous ces ingrédients de base autour de nous, et les œufs bio, et il y a des super démarches qui sont faites en ce moment dans ce sens-là. On résout quand même déjà 80% du problème, je pense, 80 à 85%. Et après, en ce qui concerne la vanille, le chocolat, les pistaches, les amandes et les noisettes, c'est un peu plus compliqué. Mais je pense qu'on a encore une fois des efforts à faire. Maintenant, de la noisette, il y a de la super noisette en France, on peut le faire aussi. Des amandes, ça commence aussi. Alors, c'est beaucoup plus restreint. Il faut bien se dire aussi qu'en face, il y a des nécessités de volume qui sont tellement importants qu'il ne faut pas se mentir. Demain, si on a besoin de cultiver toutes les amandes qu'on utilise dans le pays, je pense que ce serait très compliqué. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait se séparer d'une partie. Mais il y a des substituts, et c'est encore une fois pour répondre à ta question, pour finir de répondre à ta question, il y a des substituts qui se font très bien, de lait d'amande ou de lait végétaux, et je pense qu'il y a des gros points
de progrès là-dedans, des axes d'amélioration. Mais déjà, si on faisait tous l'effort de travailler avec des fruits de saison, avec une super rhubarbe quand c'est la saison de la rhubarbe, et ainsi de suite, je pense que c'est une des réponses, en tout cas, à l'avenir de la pâtisserie. Il y en a plein d'autres, mais je pense qu'il y a quand même un mouvement qui est vraiment en marche dans ce sens-là. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Et je pense qu'en vrai, ce que tu disais sur le gaspillage, juste pour finir là-dessus, la parenthèse, c'est encore un grand point d'amélioration qu'on a, parce qu'on a énormément de plastique, on utilise beaucoup de films dans nos labos, parce qu'on a appris comme ça, et parce que ça nous aide au quotidien, parce que c'est un confort de travail aussi. Mais voilà, il y a des choses à trouver, mais on a besoin d'aide aussi de nos fournisseurs, on a besoin d'innovation dans ces domaines-là, parce qu'en fait, remplacer le film plastique, moi je veux bien dans un labo, Ouais. mais en fait, ok, on peut faire un truc en résine d'abeille pour recouvrir un cul de poule sur une ganache, mais en fait, fois toute la production tous les jours, au quotidien, toute l'année, c'est encore un autre sujet. Donc moi je suis chaud pour ce genre d'avancées techniques et technologiques et environnementales et de valeurs et tout, mais il faut que derrière ça suive aussi, qu'on puisse continuer à faire notre métier quand même. Donc voilà, je sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas c'est ma Mais réponse. c'est en route et en tout cas les questions sont là et c'est déjà important de se les poser. Alors nous, pour l'aspect gaspillage, au niveau en tout cas produit fini, c'est la raison pour laquelle on est passé en semaine sur la pâtisserie uniquement à la commande. À la commande. Ouais. Alors effectivement, avant, on avait de la pâtisserie en vitrine qu'on descendait tous les jours, sauf que tous les soirs, il en restait. En semaine, tous les soirs, il en restait parce que c'est vrai que nous, les gens viennent souvent chez nous, soit pour une occasion, soit pour se faire plaisir. Ils vont pas venir le midi chercher une pâtisserie. Donc ils viennent pour l'occasion et du coup, on se retrouvait souvent avec une dizaine de pâtisseries à jeter le soir. Et on s'est dit, la semaine, on fait que sur commande. Les gens qui en auront besoin prendront le téléphone. Et le week-end, on propose de la pâtisserie à emporter individuelle. Et ça nous a permis drastiquement de réduire le gaspillage. Parce qu'effectivement, en pâtisserie, il y a plus de gaspillage qu'en chocolaterie. Parce qu'en chocolaterie, la matière, elle a un super avantage, c'est qu'on peut la retravailler. Donc, il y a très peu de gaspillage. Et c'est pareil avec les pâtes de fruits. Les pâtes de fruits, c'est super parce que tout ce qui va nous rester d'excédent en fruits, on le passe en pâte de fruits. Et du coup, on fait très attention sur la matière première. Effectivement, les sujets comme les films, c'est pas du tout quelque chose qu'on a remplacé parce qu'effectivement, c'est hyper pratique et il y en a besoin dans le cadre du travail. Mais sur l'aspect produit fini, on fait vraiment attention. Bien, mais écoutez, je suis désolée, le temps tourne, il y aura encore beaucoup de choses à dire. Est-ce que quelqu'un aurait une autre question ? Bon, on va clore cette page pour aujourd'hui. Merci beaucoup de votre temps, Merci de beaucoup. votre présence et de votre partage. Bonne fin de journée à tous. Invitation.